Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen, je reviens pour une petite vidéo qui sera, je l'espère, assez courte. Il s'agit d'un update lecture, je n'en ai pas fait depuis un long mois, tout simplement parce que j'ai peu lu et que je n'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler. Je vais commencer tout de suite, vous allez voir ça va être normalement assez rapide puisque je n'ai que 5 livres à vous présenter. Je ne vous parle que des romans puisque j'ai également lu des BD et des mangas, mais je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo Wild Pal puisqu'il s'agissait de lectures que vous m'avez conseillées pour le challenge Wild Pal que je m'étais lancé. Vous en saurez plus dans quelques jours puisque la deuxième session devrait arriver ce week-end, enfin d'ici quelques jours, je vous en parle plus et je vous parlerai à ce moment-là des BD et des mangas que j'ai lus pour l'occasion. On commence tout de suite avec mes lectures passées. La dernière fois, je vous laissais alors que j'étais en train de découvrir un classique de la littérature française qui s'appelle La vie devant soi de Romain Gary ou Émile Ajar, puisqu'il a écrit ce livre en 1975 sous le pseudonyme Émile Ajar et qu'il a gagné le prix Goncourt grâce à ce stratagème, puisque un même auteur ne peut pas normalement gagner le prix, enfin se présenter au prix Goncourt plusieurs fois. Romain Gary avait déjà gagné un prix Goncourt plusieurs années avant, et donc là il s'est présenté en étant Émile Ajar, donc un pseudonyme. La vie devant soi, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mohamed, qui vit au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans un petit appartement. Il est recueilli par Madame Rosa, une vieille femme, une ancienne prostituée, qui recueille les enfants de prostituées pour les élever en échange d'une petite pension mensuelle. Momo, qui est le plus vieux des enfants de l'appartement, il a une dizaine d'années, il s'occupe un petit peu des autres, des plus jeunes. Et dans ce joyeux bazar, il y a énormément d'amour, énormément de tendresse, malgré les différences de religion. Il y a des juifs, des arabes. Momo est un petit musulman et Madame Rosa est une vieille femme juive, mais on met de côté les religions. La vieille femme accueille des catholiques, des musulmans, des juifs. Elle s'en fiche, les religions, ça n'a pas d'importance dans ce petit appartement. La couleur de la peau également, des noirs, des blancs, des asiatiques. C'est un joyeux petit bazar, tout le monde s'entraide, tous les voisins s'entraident. Je trouve que ça fait très, pas petit village, mais presque en quelque sorte dans cet immeuble, dans ce vieil immeuble parisien, et même dans le quartier, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. C'est très émouvant. Alors l'histoire, c'est que ce petit Momo qui vit chez la vieille Madame Rosa, se rend compte que la vieille femme décline, elle est vieille, elle perd la tête, elle peut de moins en moins se déplacer. Pour les choses les plus simples de la vie, il faut la laver, l'habiller, la faire manger, etc. Donc elle décline vraiment, mais elle refuse d'aller à l'hôpital, puisqu'à l'hôpital elle ne veut pas y rester des années en étant un légume. Si elle va à l'hôpital, elle veut se faire euthanasier, ce qui est interdit par l'ordre des médecins, donc elle refuse absolument d'aller à l'hôpital, elle veut mourir chez elle. Donc Momo, du haut de sa dizaine d'années, doit vivre ça et son quotidien en est complètement bouleversé. Il nous raconte ça avec ses mots d'enfant étrangers, donc vous verrez il y a des tournures de phrases qui sont assez amusantes malgré les erreurs, on comprend très bien et le message derrière est très fort. C'est un livre dans lequel j'ai peut-être trouvé quelques longueurs et en même temps je me suis rendu compte que tous ces petits détails du quotidien faisaient le charme de ce livre et faisaient qu'on s'attachait à tous les personnages, à tout l'entourage de Momo. Si on n'avait pas tous ces détails, on serait moins transporté dans ce quotidien parisien, donc forcément on serait moins touché à la fin. On sait comment ça va se terminer, malgré tout, quand ça arrive, c'est un déchirement, et vraiment la chute, les derniers paragraphes, ça m'a pris à la gorge, j'avais le cœur serré, c'était vraiment très très émouvant, j'ai eu la larme à l'œil, franchement, vraiment très très fort ces derniers paragraphes. On sait que ça va arriver, mais quand ça arrive, ça nous tombe dessus et je pense qu'on souffre autant que le petit Momo. C'est la première fois que j'aime un prix Goncourt, donc je suis super contente de l'avoir lu et je suis très contente d'avoir découvert Romain Gary pour l'occasion. Il a écrit un autre livre, enfin notamment, qui s'appelle La promesse de l'aube. J'espère que je le trouverai et que j'aimerai tout autant que celui-ci.
J'ai ensuite lu un e-book qui s'appelle Les larmes du dragon de Gan Ima. C'est un e-book qui est auto-édité, je vous le montre, que vous pouvez acheter pour quelques euros seulement sur Amazon. Et il est sorti il y a quelques mois à peine, au mois d'août il me semble, pour la rentrée des indés sur Amazon. Donc l'auteur m'a proposé très gentiment de lire son livre très court. Habituellement je n'accepte pas de lire des e-books en service presse puisque je n'ai pas le temps, je les oublie et il faut bien avouer que les propositions qu'on me fait ne me tentent que très moyennement. Globalement c'est assez impersonnel comme proposition et voilà. Mais le mail de Gan Ima était vraiment amusant. Il sortait du lot, c'était poli, c'était gentil. Elle s'était intéressée à ce que je faisais sur mon blog, c'était personnalisé. Bref, ça m'a plu, ça m'a intriguée, donc je suis allée voir le résumé et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc les larmes du dragon, ça parle de quoi? Ça parle de la rencontre de deux mondes parallèles. Dans notre monde contemporain, on va suivre une jeune fille qui est adolescente et je me souviens plus de son prénom et j'en suis navrée. Et dans le monde parallèle, on va suivre un jeune garçon dans une des tribus de Dana qui s'appelle Eochaid. Donc à mon avis, à la mode gaélique, je pense qu'on ne prononce pas le E comme Éowyn, E-O-I-N, on dit Oin, on ne prononce pas le E. Donc à mon avis, moi je lirais Eochaid, mais ça s'appelle Eochaid. Et je suis même pas sûre que le C-H-A-I-D se dise comme ça. Bref, vous le prononcez comme vous voulez. Ce jeune garçon, c'est le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant des deux, en tout cas des deux humains. J'ai trouvé qu'il était plus développé que la jeune fille. Il est rejeté dans la tribu de Dana puisqu'il est fils de traître et il est orphelin, donc toute la tribu le rejette. Malgré tout, on le comprend très vite, il va avoir un rôle clé dans l'histoire, ça va être le héros, il va avoir un destin extraordinaire. Alors vous allez vous dire comment ces deux adolescents complètement différents, qui appartiennent à des mondes différents, vont pouvoir être mis en contact, quel est le rapport entre les deux? Eh bien en fait le rapport c'est Bébé, un vieux chat dans le monde de la jeune fille, et elle a surnommé son vieux compagnon Bébé. C'est un chat blanc, c'est celui qu'on voit sur la couverture. Et en fait, c'est un passeur de monde, il peut passer d'un monde à l'autre. Donc dans notre monde contemporain, il a l'apparence d'un gros chat pas très sympathique, avec un sale caractère, il faut bien l'avouer. Et dans le monde de Dana, dans le monde parallèle, il a l'apparence d'un énorme dragon qui ne rassure pas les habitants de cet univers-là. Voilà, donc c'est grâce à lui, grâce à Bébé ou Chat Dragon, que Eochaid, le jeune homme, va arriver dans notre monde, va rencontrer la jeune fille, et on va se rendre compte que les deux sont liés. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sans trop vous spoiler. C'est un texte qui est assez court finalement, on se rend compte que c'est un premier tome, mais rassurez-vous, c'est une aventure qui a un début, un développement et une fin. Alors bien sûr on est curieux de connaître la suite, mais on peut lire ce premier tome assez indépendamment quand même, on a quelques réponses à nos questions. C'est plutôt de la jeunesse, mais en même temps moi ça m'a fait rire puisque j'y ai trouvé énormément de références. Donc la référence au côté celtique avec les tribus de Dana. Vous avez également des références à la légende arthurienne puisqu'on va parler d'Excalibur, d'Arthur. Et puis vous avez aussi cette référence très nippone, japonisante, puisqu'on retrouve assez bien le côté manga dans cette histoire, notamment dans le personnage du chat dragon, de Bébé, qui je trouve est vraiment à l'image de ces espèces de petites mascottes qu'on trouve dans les mangas, qui sont à la fois très agaçantes, très irritantes et en même temps hyper attachantes. Et là, le chat dragon, c'est ça, on le déteste à certains moments puisqu'il a le caractère d'un chat très hautain, très distant, et en même temps c'est une peluche à laquelle on a envie d'aller faire un câlin. Voilà, donc ce côté un petit peu
excessif des personnages qu'on retrouve dans les mangas. On le retrouve également dans ce petit livre qui, je pense, plaira aux jeunes lecteurs mais également aux adultes comme moi. J'ai ensuite attaqué un gros pavé puisque j'ai lu le premier tome de Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud, collection Actes Noir. Je me tourne enfin vers le premier tome de cette trilogie qui a eu un succès énorme. Ça a été un best-seller. Il a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, il a été adapté au cinéma par un réalisateur et par des acteurs suédois, et un peu plus tard il a également fait l'objet d'un remake américain. En tout cas, le premier film a également été filmé par les Américains. Voilà, donc ça a été vraiment un énorme blockbuster, un best-seller, ça a vraiment été un truc énorme. Alors peut-être que j'en attendais trop, mais au final, ben c'était sympa, mais sans plus. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé pas mal de longueur, et puis sans en arriver à tout ça pour ça, je me dis quand même que en ayant lu d'autres thrillers, d'autres policiers dans ma vie, je n'ai pas trouvé le dénouement si extraordinaire que ça. J'ai lu d'autres intrigues qui étaient tout aussi bien menées, voire mieux menées, et tout aussi surprenantes, voire beaucoup plus surprenantes. Voilà, donc peut-être que j'en attendais trop. Bon, j'ai quand même lu ce premier tome, je suis contente de l'avoir lu, et je lirai très certainement les tomes 2 et 3 puisque je les ai déjà dans ma bibliothèque, donc ce serait dommage de ne pas les lire. J'ai aimé les deux personnages principaux, notamment Lisbeth Salander, la jeune fille très atypique que l'on rencontre dans ce premier tome et qui apparemment est beaucoup plus développée dans les tomes 2 et 3. Donc c'est une jeune femme qui se fait passer pour une personne attardée ou en tout cas un peu folle, et en fait pas du tout, elle est très brillante, c'est juste qu'elle n'est pas du tout sociable et qu'elle vit dans son monde, mais c'est une hackeuse professionnelle, elle arrive à trouver énormément d'informations sur internet, elle se débrouille très très bien avec un ordinateur. Elle a une mémoire photographique énorme, bref, elle est très brillante contrairement à ce qu'elle laisse penser. Et derrière son look très fermé, très noir, avec beaucoup de piercings, beaucoup de maquillage noir, c'est une jeune femme qui a finalement beaucoup à apporter et qui, je trouve, est assez émouvante, assez touchante. Alors, pour quand même vous raconter un petit peu l'histoire, même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu et sont au courant de cette histoire, en fait, on commence par découvrir l'autre personnage principal qui s'appelle Michael Blomkvist. Alors oui, alors les noms de personnages et de villes suédois, c'est assez compliqué. Heureusement que je n'ai jamais eu à lire à haute voix avant aujourd'hui les noms, puisque je pense que dans ma tête, quand je les voyais défiler, je les prononçais un peu n'importe comment. Et je pense que si je dois m'attarder dessus et les lire à haute voix, ça pourrait être assez amusant. Bref, ce Michael Blomkvist, Michael, est un journaliste, un rédacteur du journal Millennium, qui est un journal un peu rebelle, qui n'hésite pas à balancer sur les autres journalistes, sur les entreprises, etc. Et en fait, il est accusé de diffamation envers un énorme entrepreneur suédois qui s'appelle, alors attention, là c'est pareil, je vais devoir dire le nom, et ça va être très amusant si je retrouve le nom. Wennerstrom ou un truc comme ça. Je crois que je vais pas le retrouver, il n'est pas marqué. Bref, Wennerstrom, oh c'est ça, comme quoi je retiens quand même 2-3 trucs de temps en temps. Donc il est accusé de diffamation. Il écope d'une peine de prison de quelques mois, mais surtout cette condamnation va le faire s'éloigner de la rédaction de Millennium et il va partir dans le nord du pays. Il va être appelé par un homme qui s'appelle Henrik Wenger qui va l'embaucher pendant 1 an pour qu'il résolve une enquête qui date de plus de 40 ans, qui a trait à Harriet Wenger, qui était la nièce de Henrik Wenger, qui a disparu un jour, vraiment très mystérieusement. Donc pendant 1 an, Michael va devoir travailler sur cette enquête. Il est payé pour ça. Pendant 1 an, il va se retirer dans le nord du pays et il va travailler sur cette enquête.
et il va mettre le doigt sur des affaires familiales assez sordides. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est un petit peu l'intérêt de cette enquête centrale, c'est de découvrir toutes les informations, tous les détails qui vont mener à la disparition de Harriet. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour? Elle avait 16 ans, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui l'a tuée? Est-ce qu'elle a été tuée? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Qui? Comment? Où? Bref, je vous en dis pas plus, c'est vraiment l'enquête centrale et pour le coup c'est assez bien mené. Malheureusement, la résolution de cette enquête ne m'a pas paru si extraordinaire que ça, sans m'en douter. Franchement, si on pouvait s'en douter quand même, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. En revanche, il y a une autre espèce d'intrigue qui a vraiment trait à Michael et qui tourne autour de sa condamnation, de tout ce qu'il avait dit sur Wennerstrom, donc cet entrepreneur qui est un vrai salaud en fait, et le reste du texte tourne là, autour de ça, et franchement, ça m'a ennuyée, hein, je dois l'avouer. Tout ce qui tourne autour de l'industrie, de l'économie suédoise, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant, et donc cette grosse partie du texte, j'ai trouvé ça un peu longué et pas forcément passionnant. Pour le mois d'octobre, j'avais constitué une petite liste de 5 livres qui tournaient autour du thème de Halloween ou Samhain pour le terme gaélique. Donc j'avais sélectionné des livres qui me mettaient moi dans l'ambiance d'Halloween, donc tout ce qui tournait autour des rituels traditionnels, des anciennes traditions, ou alors des livres qui font peur, ou des thrillers, bref. Le tome 2 des Herbes de la Lune de Anne-Laure aux éditions du Chat Noir faisait partie de cette sélection. C'est le premier livre que j'ai lu de cette mini-palle. C'est le deuxième et dernier tome d'un diptyque. J'ai lu le premier il y a quelques mois seulement. J'avais beaucoup aimé cette atmosphère, cette ambiance très ancienne tradition, druidisme. Je peux pas trop vous en dire sinon je vous spoil, mais en gros c'est l'atmosphère qui se dégage de cette histoire, qui se dégageait de ce premier tome, et j'avais envie de la retrouver dans ce deuxième et dernier opus. Et franchement, on la retrouve et on est encore plus plongé, je trouve, dans cette Bretagne un petit peu mythique, magique, avec des druides, avec la lune en fond, la forêt, l'utilisation des plantes pour l'herboristerie, toute une atmosphère que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, que j'ai retrouvé ici, et qui je trouve est encore plus présente. Et ça c'est vraiment le point le plus positif de cette histoire, et notamment de ce deuxième tome. On retrouve donc la jeune Abigail, la jeune Abby, qui doit terminer sa première année de fac, et c'est très compliqué pour elle puisqu'il lui arrive beaucoup de choses. Donc dans le premier tome, on avait un peu la révélation de sa nature, et là dans ce deuxième tome, on va avoir confirmation, et elle va devoir choisir entre deux aspects de sa personnalité entre guillemets. Elle a des origines très contrastées, et en gros, mais vraiment en gros, elle va devoir choisir entre le bien qui est plutôt représenté par le cercle des anciens druides et le mal, mais vraiment entre guillemets, qui est représenté par des druides renégats qui, eux, sont plutôt tournés vers la force primale, la force naturelle. Donc je vous parle de bien et de mal, mais en fait, et l'héroïne le découvre dans ce deuxième tome, il n'y a pas vraiment de bien, il n'y a pas vraiment de mal, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus contrasté, et elle va devoir choisir son camp, elle va devoir découvrir qui elle est vraiment au fond d'elle-même. Donc en gros l'intrigue c'est ça. Alors on peut pas dire que ça regorge d'action, il y a quelques révélations croustillantes sur son passé, sur son entourage, mais on peut pas dire que ça déborde d'action. Il faut être prévenu, je pense, mais moi, comme ce que j'ai préféré, c'est l'atmosphère très druidique, très magique, ça ne m'a pas gênée du tout, mais c'est vrai que ça peut apporter quelques longueurs si vraiment vous cherchez de l'action, puisque c'est vraiment pas ce que vous trouverez
dans ce tome-là, même s'il y a quelques confrontations, c'est pas non plus que du contemplatif, il se passe des choses, mais on peut pas dire que c'est une histoire avec des combats d'action pure et dure. Même s'il y en a un petit peu, mais je vous en dis pas plus. C'est vraiment surtout la quête d'identité de cette jeune fille, la découverte de sa nature et tous les questionnements qu'il peut y avoir autour. Voilà, c'est une quête d'identité. On suit le quotidien d'une jeune adulte qui est en première, deuxième année de fac, alors qu'elle découvre des pouvoirs insoupçonnés, alors qu'elle découvre un monde parallèle qu'elle n'imaginait même pas, et elle doit composer avec tout ça. Et c'est difficile. Je dirais même plus pour terminer que j'ai tellement apprécié ce diptyque, ce qu'il dégageait, que j'ai vraiment très hâte de lire autre chose de Anne-Laure, donc j'espère qu'elle a autre chose sur le feu, une autre histoire, et si en plus ça pouvait être sur le thème du druidisme, ça serait encore mieux parce que je pense qu'elle maîtrise, et il se dégage vraiment quelque chose de fort et de magique de sa plume, de son histoire, donc j'espère qu'elle nous prévoit autre chose dans le même thème très vite, ou même autre chose tout court, je serai au rendez-vous. On passe finalement à ma lecture en cours, qui est quand même pas mal avancée. Il me reste 70 pages et j'espère le terminer ce soir. Il s'agit de Oliver ou la fabrique d'un manipulateur de Liz Nugent aux éditions de Noël. Il s'agit d'un roman thriller psychologique, un peu sur le même schéma, je dirais, que Le Maître des insectes de Stuart Preble, que j'ai lu également chez De Noël il y a pas très longtemps, et qui est un petit peu sur le même schéma. Alors celui-là, je le lis puisqu'il fait aussi partie de ma petite pile pour Halloween Samhain, puisque je me suis dit que lire l'histoire d'un espèce de monstre manipulateur, ça pouvait être pas mal pour se mettre dans l'ambiance de Halloween, puisque Halloween très très largement ça parle de monstres entre guillemets. Bon, de toute façon j'avais envie de le lire, donc j'ai essayé de trouver une raison pour le mettre dans cette pile à lire, dans cette mini pile à lire. Autre raison qui a fait que j'ai choisi ce livre et que j'ai eu envie de le lire, c'est parce que Liz Nugent est irlandaise. Donc j'avais envie de découvrir une nouvelle auteure contemporaine irlandaise. Et en plus dans un thriller roman psychologique, j'en lis jamais assez. Pourtant je suis toujours très agréablement surprise par le genre, mais je n'en lis que trop peu. Bon là je vous dis ça et en même temps j'ai lu un thriller juste avant ou presque, puisque j'ai lu Millennium. Donc ça aurait été un petit peu le mois du thriller, du polar. Alors, tout ça pour dire que Oliver, ça parle de quoi? Eh bien ça parle d'un homme qui s'appelle Oliver, et on le découvre au tout début alors qu'il a été très violent envers sa femme Alice, tellement violent qu'il l'envoie à l'hôpital. Voilà, premier chapitre, on sait ça, et c'est Oliver lui-même qui nous raconte ça dans le premier chapitre. Au fil des chapitres, on va rencontrer de nombreux membres de l'entourage de Oliver et d'Alice qui vont tour à tour prendre la parole dans des très courts chapitres et qui vont nous raconter des petits passages du passé d'Alice et d'Oliver, surtout d'Oliver, puisqu'on va se rendre compte au fil des pages que c'est un personnage très complexe et que dès son enfance il s'est construit un petit peu ce côté... C'est plus que mystérieux, parce que mystérieux, quand on dit un homme mystérieux, c'est presque séduisant. Là, c'est plus le côté mystérieux glauque. Donc je trouve pas le mot qui va pour ça. Mais dès son enfance, on se rend compte qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui, qu'il n'a pas eu une enfance facile. Et on va apprendre beaucoup d'informations au compte-gouttes, et pas du tout dans l'ordre. On le voit quand il est à la fac, et puis ensuite on le voit quand il est enfant, et on le revoit quand il est... Enfin, on le revoit. On apprend de nouvelles informations lorsqu'il était étudiant et qu'il était parti un été en France pour faire une espèce de woofing dans les années 70, donc ça s'appelait pas encore comme ça, mais c'est-à-dire aller travailler chez l'habitant dans... Là c'était dans un vignoble pour aider au vignoble, et en échange du gîte et du couvert. Donc c'est le principe du woofing actuel, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bref, ça existait déjà dans les années 70 et ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bref, voilà, on voit plein de petites étapes de la vie d'Oliver de façon complètement
cassé, pas de façon linéaire, on en apprend plus et chaque élément nous éclaire sur la personnalité de cet homme et comment il a pu en arriver à être violent envers sa femme Alice. Pourquoi, comment, on ne le sait pas, on va le découvrir petit à petit. C'est court, ça fait 240 pages, j'en suis à la page 173, je vous dis il m'en reste 70 que je compte bien terminer ce soir. Ça se lit très vite et je pense que c'est surtout dû au fait qu'on a des points de vue très différents à chaque chapitre et que les chapitres sont courts. Donc on n'est vraiment pas dans une narration linéaire qui pourrait être ennuyeuse. Là, l'esprit est à chaque fois, notre esprit est à chaque fois rappelé à l'ordre. On fait travailler un petit peu tout ça pour reconstruire le puzzle de la vie d'Oliver et la construction est vachement sympa. En même temps, j'aime beaucoup la plume ou la traduction qui est faite par Edith Soonkind. En tout cas, c'est très agréable à lire, très fluide. Et ça fait un peu froid dans le dos quand même. En même temps, c'est pas non plus un thriller, un polar, c'est plus le roman suspense psychologique, hein, d'ailleurs on appelle ça comme ça. Et plus ça va, plus j'aime bien ce genre de roman, même si c'est un peu glauque et même si ça fait un peu peur quand on se rend compte de ce dont sont capables certaines personnes. Voilà. Donc je n'ai pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas si la conclusion, la chute va me plaire, je vous dirai ça lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité, vous êtes bientôt 1800 abonnés à la chaîne, c'est juste énorme. Merci d'être présent, merci pour vos très nombreux commentaires. Vous êtes 2 personnes à m'avoir signalé que le son n'était pas très bon. Alors moi quand j'écoute sur mon ordinateur, j'écoute à moitié et j'entends bien. Donc je ne sais pas si ça vient de votre matériel ou si c'est moi. En tout cas, malheureusement, je ne peux pas faire mieux puisque lorsque je monte sur mon logiciel, je monte déjà le son de la vidéo à fond. Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à avoir des problèmes de son. Si c'est le cas, dites-le moi, mais je sais vraiment pas comment je peux régler ce problème-là puisque vraiment tout est monté à fond et je filme avec mon appareil photo qui a priori enregistre plutôt pas mal le son. Donc j'espère que ça vient plutôt de vos ordinateurs qui ne sont pas très puissants. Enfin, dommage pour vous, mais j'espère plutôt que c'est ça, plutôt que ça vient de moi et dans ce cas-là, c'est problématique parce que je ne sais pas du tout comment arranger ça. Voilà, donc dites-le moi, dites-moi si vous avez d'autres soucis. Je sais aussi que la lumière n'est pas vraiment géniale. Malheureusement, ça fait 1 mois et demi que j'ai commandé un kit parapluie. Le kit parapluie est arrivé, sauf que l'ampoule qui va avec pour faire la lumière n'est toujours pas arrivée. Ça fait 1 mois et demi. Donc je suis en pourparlers avec le vendeur qui est aux États-Unis. Donc là, il y a 4-5 jours, on m'a assuré qu'on allait me renvoyer une ampoule et que normalement je devrais la recevoir sous 7 à 15 jours. Donc j'espère que lors des prochaines vidéos, peut-être pas la prochaine mais dans 2-3 semaines, la lumière sera meilleure. En tout cas, je fais mon possible pour que les vidéos soient plus agréables. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis normalement à très bientôt, très certainement ce week-end, puisque je vais vous tourner la 2e session du challenge Wild Pal, puisque je suis très heureuse de vous le dire, mais j'ai réussi mon premier défi. Vous m'aviez conseillé 6 livres à lire, 2 romans, 2 BD, 2 mangas, et je vous annonce en avant-première que j'ai terminé, que j'ai réussi mon challenge, même en avance puisque j'avais jusqu'au 31 octobre, nous sommes le 15 et j'ai terminé déjà depuis quelques jours, donc je suis super contente et donc il est temps de lancer la 2e session. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que comme pour la première fois, j'aurai besoin de vos conseils, de vos votes. Il faudra remplir un petit questionnaire pour me conseiller des titres à lire en priorité. Et ce sera, je lirai les livres que vous aurez choisis, je fais une première sélection et ce sera à vous de choisir dans cette sélection. Voilà, je vous explique tout ça mieux ce week-end dans une nouvelle vidéo Wild Pal et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, j'ai super hâte de faire la sélection des livres et j'ai super hâte de voir ce que vous allez me choisir. Merci encore, à samedi ou dimanche, très bonne fin de semaine, très bonne lecture, merci et à très bientôt, salut!